Johann Sfar est scénariste, réalisateur, producteur et auteur de plus de 150 albums graphiques. Il est l'auteur de la célèbre série de bande dessinée Le Chat du Rabbin. C'est dans son roman graphique, Synagogue, qu'il se livre sur son enfance, embrumé des traumatismes de la Shoah et confronté à la montée de l'extrême droite en France. Le Chat du Rabbin, Klezmer, Synagogue, des romans graphiques où il nous livre une grande part de lui et des siens. Une œuvre engagée qui nous rappelle que le combat contre l'antisémitisme n'est jamais terminé. Si Le Chat du Rabbin est une évocation de cette Algérie qu'il ne connaît pas et de la vie juive de l'époque, Synagogue raconte son adolescence, ses doutes et ses convictions. Toutes ses œuvres sont un hommage et un message d'amour à sa famille, son histoire et à son identité juive. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être au Musée d'art et d'histoire du judaïsme en plein Paris pour une exposition exceptionnelle de Johann Sfar. Bonjour. Bonjour. Tout le monde vous connaît. Vous êtes illustrateur, romancier, auteur de la célèbre bande dessinée Le Chat du Rabbin. Commençons par ce fameux chat, si vous voulez. C'est le chat d'un rabbin d'Alger qui n'arrête pas de parler, de questionner, de remettre en question les paroles et les enseignements de son maître. Est-ce que cet animal attachant n'est pas finalement celui qui reflète le mieux l'essence même du judaïsme, puisqu'il utilise la marloquette, la remise en question à longueur de temps? Peut-être. Il y a une chose très jolie qu'on dit chez les Juifs, c'est que l'élève est aussi important que le professeur lors d'un enseignement. Donc les questions qu'il pose, la manière qu'il a de provoquer, ne fait que renforcer l'enseignement. Donc en fait, chez les Juifs, on ne peut pas être provoquant, puisque la provocation fait partie de l'enseignement. Et je suis très attaché à cette figure-là, mais qui est aussi liée au théâtre français. C'est Scapin dans les pièces de Molière, c'est le personnage qui vient remettre en cause l'équilibre familial. Le principe du Chat du Rabbin, c'est que c'est une bande dessinée familiale. Donc il y a le papa, il y a le bourgeois de chez Molière, c'est le rabbin, et il y a le valet, le poil à gratter, c'est le chat, et c'est dans leur dialogue peut-être que se trouve la vérité. Dans votre livre Synagogue, vous revenez sur votre enfance à Nice. La synagogue, elle était centrale dans votre enfance ? Oui, j'ai grandi à Nice. En fait, tout le Chat du Rabbin, on dirait que c'est l'Algérie, mais moi, mes souvenirs, c'est Nice. J'ai jamais mis les pieds en Algérie. Comme ça fait longtemps que j'ai quitté Nice, c'est devenu une BD historique, et j'ai raconté dans la synagogue l'époque où, ne voulant pas prier, je me suis mis au service de protection de la communauté juive et je montais la garde avec d'autres jeunes plutôt que de faire les prières. La synagogue, elle est centrale. La synagogue de Nice, c'est une synagogue qui avait été pratiquement abandonnée par les communautés ashkénazes, et à l'arrivée des Juifs d'Algérie, elle a été revivifiée par un culte séfarade. Ce qui était très émouvant, c'est qu'on avait un rabbin, le rabbin Kling, qui venait d'Alsace et qui essayait de lutter avec sa liturgie contre toute la salle qui amenait d'autres airs. Mais il avait une voix qui portait tellement fort, Rav Kling, que parfois il réussissait à gagner. Mais à chaque fois qu'un air important arrivait, genre Irdal ou les Chadodi, la grande question c'était qui va gagner? Est-ce qu'on va être dans la liturgie alsacienne ou algérienne? Dans ce livre, Synagogue, vous racontez aussi les attaques avec les skinheads que vous subissez. Est-ce que l'antisémitisme dont vous avez été victime dans votre jeunesse a été en partie fondateur dans vos œuvres? Non, moi j'ai pas été victime d'antisémitisme. Mon père était avocat, il était militant et il a fait mettre en prison des néo-nazis, et c'est à la suite de ça qu'on a été menacés. Donc d'une certaine façon, c'est mon père qui est venu les chercher. Et ensuite, quand j'étais au service de protection, le problème c'est que quand je rencontrais des skinheads, je les trouvais très sympathiques. C'est-à-dire qu'ils ont les idées qu'ils ont, mais au bout d'un moment on voit que c'est des jeunes gens qui survivent mal au divorce de leurs parents, donc ils essaient d'avoir de grandes idées. Moi ce qui m'a beaucoup plus inquiété, c'est le moment où massivement la population bourgeoise et bien gentille s'est mise à voter à l'extrême droite. Là il y a eu le sentiment, il y a eu ça, et il y a eu dans mon enfance le début des attentats anti-juifs, la rue des Rosiers, la rue Copernic, et le moment où les lieux de culte juifs ont dû être gardés et par la police et par du gardiennage de la communauté juive. Et ça a été le début d'une vie juive sous protection en France, et malheureusement ça ne fait qu'empirer depuis. Donc c'est quelque chose, Romain Gary disait on hésite entre s'en foutre et en crever. Je crois qu'on passe notre vie à ça quand on est juif, se demander si on est parano et pessimiste ou si au contraire on vit quelque chose de très douloureux. Romain Gary, par rapport à Nice, par rapport à vous?
Ah bah, on parle parfois de masculinité toxique. Moi, dans mon lycée, les anciens élèves, c'était Joseph Kessel et Romain Gary. Oui. Donc, pour être au niveau, il faut se lever très très tôt. Mais c'était tout de même des étoiles dans mon firmament. C'est des auteurs qu'à Nice, tout le monde a lu, puisque c'était un petit peu des locaux. Et dans ma mythologie, ils sont centraux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'écris quelque chose, je me demande si ça aurait plu à Kessel, à Gary ou même à mon père. Enfin, à chaque fois que vous écrivez quelque chose, quand on parcourt la librairie ici, moi, ce matin, par exemple, j'ai vu toutes vos œuvres. Je pensais avoir survolé, lu, vu une partie, et non, en fait. Moi, je suis très reconnaissant au Musée du Judaïsme, non seulement pour l'expo, mais aussi pour avoir ma bibliographie exhaustive dans leur librairie, et c'est 220 références. Donc, je suis très, très content. C'est incroyable. Beaucoup de vos livres, d'ailleurs, utilisent des personnages empreints d'innocence. On a le chat, on a le petit prince, on a les enfants. Est-ce que ce monde de l'innocence, loin de la violence et de la haine, que l'on rencontre parfois dans le monde adulte, est celui que vous voulez rappeler à vos lecteurs? Est-ce que c'est celui auquel vous vous rattachez? Oui, le récit pour enfants, chez moi, il est plus important que le récit pour adultes, dans la mesure où les adultes se distraient en lisant un livre, tandis que les gamins se construisent. Moi, j'ai perdu ma maman avant l'âge de 4 ans, et la littérature enfantine m'a vraiment sauvé la vie. Je pense à des ouvrages comme ceux de Roald Dahl, de Quentin Blake, de Ungerer, de Tolkien. Donc, quand j'écris pour les enfants, c'est le seul moment où je me prends très au sérieux. Vos œuvres sont aussi le reflet de la diversité des cultures et de l'histoire juive. Dans votre série Klezmer, vous racontez ces mondes disparus d'Europe de l'Est après la Shoah. Est-ce que vous pensez que, en fait, le dessin permet de faire prendre conscience de l'histoire à un plus large public? Oui, peut-être. La bande dessinée a de plus en plus de fonctions. Marc Chagall disait « Je voudrais prendre les Juifs de mon village et les mettre en sécurité dans une toile ». Je vais dire quelque chose d'assez provoquant. Donc, je suis moitié ashkénaze, moitié séfarade. Le judaïsme de Mittel Europa a disparu, c'est une certitude. Mais ce dont on ne se rend pas encore compte, c'est le judaïsme du Maghreb est en voie de disparition aussi. C'est-à-dire les séphardim sont partis soit en Israël, soit en France, soit dans quelques autres pays. Mais enfin, c'est plus exactement le judaïsme que pratiquaient nos parents et nos grands-parents. Et donc raconter ça dans des livres, c'est aussi une manière de réfléchir à la page suivante de l'histoire. Qu'est-ce que représente pour vous la musique klezmer dans vos œuvres? Elle répond au silence ou elle est l'expression de la résilience du peuple juif, ou les deux? La musique klezmer, c'est étonnant parce que c'est la voix d'un monde disparu. C'est une musique que n'aimaient pas les juifs ashkénazes cultivés, qui n'aimaient que la musique classique. Mais sur les cendres de la Shoah, on voit bien que des gens comme Abba Kovner, par exemple, quand ils sont retournés en Europe, ont rassemblé des chants yiddish, rassemblé des musiques juives, parce que c'est la voix d'un monde disparu. Et c'est en ça, le folklore d'un monde qui n'existe plus, c'est bouleversant. C'est comme si des fantômes nous parlaient. Oui. Vos œuvres sont parfois des récits fantastiques. Au milieu de ces histoires de vampires, de fées, de lutins, vous vous êtes intéressé au golem, cet être d'argile inachevé. Qu'est-ce qui vous inspire dans ce personnage de la mystique juive? Et qu'est-ce qu'il représente dans vos œuvres? Alors le golem, c'est une figure surpuissante, c'est un super-héros, mais c'est aussi une sculpture. Et chez les juifs, normalement, on n'a pas le droit de représenter la figure humaine. Cependant, des grands rabbinim, que ce soit Abraham Aboulafia, que ce soit le Maharal de Prague, ont créé un golem. Et alors on nous explique, c'est pas pour l'idolâtrie, c'est pour comprendre le processus du créateur, pour mieux comprendre finalement la géométrie secrète du monde. Et moi, cette dimension mystique, elle me tient beaucoup à cœur. Parfois, j'ai du mal avec la pratique religieuse parce que je suis pas très religieux. En revanche, la spiritualité, la mystique, ce sont des choses que je mets beaucoup en œuvre dans le dessin. C'est-à-dire que quand je dessine, c'est ma petite magie, c'est ma petite présence. C'est votre façon de vous exprimer, souvent? Oui, le dessin, c'est à la fois ce qui me manque, c'est ce que je suis, c'est un petit peu ma prière, c'est mon petit monde. Vous dirigez une collection de livres jeunesse. Quelle a été votre ambition? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux plus jeunes? J'ai l'impression que c'est très important chez vous. Moi, la jeunesse me tient beaucoup à cœur parce que il me semble qu'il y a tout à faire. C'est pourquoi, là, par exemple, en ce moment, sur les tragédies qu'il y a au Proche-Orient, j'essaye, même si c'est un peu parfois rageant, de parler aux jeunes, pas forcément pour répandre un narratif juif, pour leur dire, mais lisez des auteurs palestiniens, lisez des auteurs israéliens, mais sortez de Twitter et essayez d'aller dans des vrais livres pour comprendre que, par exemple, dans un conflit vieux de 75 ans, comme le conflit israélo-palestinien, il y a du vrai dans les deux narratifs. Donc apprendre ça, apprendre qu'il peut y avoir du vrai dans les deux camps, ça demande une maturité. Mais si petit, on ne comprend pas ça, après quand on est grand, c'est foutu. Oui, comme Jean Ferrat, nul ne guérit de son enfance. Bien sûr, bien sûr. Vous dites que le dessin est une lettre d'amour, et ça j'adore,
et qu'il est également là pour dessiner le monde. Est-ce que cet amour ne se heurte pas des fois avec la réalité par rapport à ce qu'on vit par exemple ? À tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on peut dessiner? Qu'est-ce qu'on peut raconter? Comment on va transmettre? Moi, je ne dessine pas que pour moi, je dessine aussi pour communiquer. Donc, je m'interroge beaucoup sur la réception de mon travail. Par exemple, là, on a la recension des horreurs du 7 octobre en Israël. J'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce que je peux dessiner ces horreurs? Non. Par contre, je peux dessiner les médecins israéliens ou les ambulanciers qui racontent ce qu'ils ont vu. Et je m'efforce, en dessinant le témoignage de l'ambulancier, d'amener un témoignage qui va être beaucoup moins dur à voir qu'un film ou qu'une photographie, mais dont la vérité tiendra dans le crédit du professionnel qui a parlé. Et puis vous allez tout le temps vers la vie. C'est-à-dire que même quand vous prenez une lettre de l'alphabet juif, elle va vers la vie, tout le temps. Ça, c'est le Chai que j'ai dessiné le 7 octobre. Ça me plaît beaucoup que chez les Juifs, notre devise soit ni la victoire, ni la défaite de l'ennemi, c'est juste survivre. Chai, ça veut dire nous voudrions vivre. Et cette demande-là, elle semble parfois excessive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui veulent que les Juifs rentrent chez eux, on ne sait jamais où c'est. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de nous au Proche-Orient, ils ne veulent pas de nous ici. Donc il y a un moment, si on demande juste à survivre. Certains dessins de vos carnets jamais publiés sont exposés ici. Est-ce que ce sont des chemins de vos révoltes pas encore dessinés? Est-ce que c'est... Non, moi je dessine tout le temps, donc forcément il y a des montagnes de dessins, et on a laissé accès aux commissaires d'exposition pour qu'ils puissent raconter leur propre histoire à partir du matériau, et moi je suis très touché de voir quelqu'un d'autre s'emparer de mon travail et de découvrir des choses. Enfin vraiment, parfois je me dis tiens j'avais dit ça, tiens j'avais raconté ça, mais c'est très amusant à regarder. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, quand je vois votre œuvre, dont je suis très très admiratif, parce qu'elle est ancrée dans votre identité, pour autant elle est remplie de tolérance, de respect, d'ouverture. C'est quoi votre ressenti? Je vais vous dire un truc un peu bizarre. Je pense qu'un juif, ça n'existe pas plus qu'un musulman. Je pense qu'aujourd'hui, on a des identités multiples. On a grandi dans un creuset. Je suis très reconnaissant au Musée d'art et d'histoire du judaïsme parce qu'il place le judaïsme dans la culture et à ce titre, on peut le transmettre. Moi, ça m'intéresse d'être juif si ce judaïsme se transmet, se discute, se partage. Et si vous voulez, puisqu'on pense qu'à ça, dans l'ombre des massacres du 7 octobre, et des horreurs des déclarations publiques, je ne compte pas le nombre de coups de fil et d'appels d'amis arabes et d'amis iraniens qui m'ont appelé, pas pour discuter le Proche-Orient, parce qu'on sait très bien qu'il y a des sujets où on ne sera pas d'accord, mais juste comment tu vas. Et tant qu'on a cette capacité ici, parce qu'ici c'est plus apaisé, à se demander comment on va, moi je vois un peu d'espoir. Et l'autre chose que personne n'ose dire en ce moment, parce qu'on est tellement dans le drame qu'on ne le voit pas, ce drame du 7 octobre, qui a été voulu sans doute par les mollahs, sans doute par le Qatar, il est intervenu parce que c'était en train de bien se passer entre Israël et ses voisins. Israël était en train de se réconcilier avec des ennemis comme l'Arabie Saoudite, etc. Donc, et ce qu'on ne nous dit pas... C'était même à 2 doigts de se faire. Oui, et ce qu'on ne nous dit pas, parce qu'évidemment ils n'en font pas une grande publicité, c'est que la communication n'a absolument pas cessé entre Israël et les pays arabes depuis ce drame. Donc je veux croire que dans tous les camps, il y a des gens qui s'aperçoivent que là c'est allé trop loin et qu'il va falloir un jour construire quelque chose. Peut-être qu'on a pris 20 ans de retard à cause de ces massacres, mais il va falloir un jour que ce conflit se termine. Et une chose que je veux dire aux jeunes, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils ont l'impression que le conflit israélo-palestinien dure depuis toujours. Ce n'est pas vrai. C'est un conflit qui est né sur les décombres de l'Empire ottoman, sur les maladresses du protectorat anglais qui, en 1917, a promis la même terre aux Juifs et aux Arabes dans un découpage global de la région. Et ce conflit qui a commencé dans les années 20, il se terminera un jour. C'est pas une malédiction à jamais, le conflit du Proche-Orient. Que tous les ciels vous entendent. Que tous les ciels vous entendent. Merci, Johan Sfar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour toute cette belle exposition et toutes vos œuvres qui nous donnent envie de rester un enfant, ou en tous les cas qui nous donnent envie de chercher ce qu'il y a de plus pur et ce qu'il y a de plus vrai en nous. Merci. Très gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.